à tous, c'est Emmanuel pour le French Libertarien, pour le second épisode de votre nouveau podcast Free Lunch avec Edouard. Edouard, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'Obamacare. Donc Edouard a porté à mon attention des révélations assez croustillantes d'un des architectes d'Obamacare. Et comme c'est un sujet, c'est vrai que lui et moi, on suit le sujet. Par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, donc on a un peu une idée de ce qu'est l'Obamacare et de ce qu'est l'état de la santé aux États-Unis. Mais moi, une chose personnellement dont je m'étais rendu compte, c'est que les gens se font un peu des idées là-dessus. Donc je pensais que c'était quand même, ça aurait été intéressant de faire un podcast où on parle plus en détail de l'Obamacare et de ce qu'elle est et surtout de ce qu'elle n'est. Et avant ça, faire un espèce de panorama de la santé aux États-Unis. Voilà. Obamacare était une réponse, mais une réponse à quoi? C'était quoi le problème avant l'Obamacare? Et juste pour redonner un peu le contexte, ce dont j'ai sous les yeux les chiffres d'Eurostat. Et en fait, le graphe est assez clair. Hein. Vous regardez, donc c'est une comparaison des différents pays européens. Et sur la droite, vous avez un peu, sur la droite de mon graphique, vous avez un peu comparaison avec d'autres pays qui sont en dehors de l'euro. À titre indicatif, mais c'est quand même assez intéressant parce que vous regardez les pays de la zone euro, bon an mal an, des dépenses de santé qui sont relativement comparables, notamment en termes du poids des dépenses de santé par rapport au PIB. Tout ça, c'est assez comparable, hein, même on prend les pays qui dépensent le plus, bon, je mets de côté le Luxembourg qui est pas vraiment un pays, mais si on regarde un peu les pays du Nord, même la France et tout, on est quand même dans des sortes de grandeur tout à fait comparables. Et à côté de ça, il y a une espèce de gros pic, et on a les États-Unis. Alors pour vous donner quelques chiffres, hein, on doit être les pays du Nord, on est dans à peu près 10% du PIB en termes de dépenses totales de santé. Et aux États-Unis, on est pratiquement, on doit être à 16 ou 17% de ce que je vois. Donc c'est un peu déjà le premier point. Quel est le problème aux États-Unis et quel est le problème qu'essaie d'adresser Obamacare, c'est que la santé coûte extrêmement cher. C'est un sujet sur lequel j'avais déjà fait un podcast. Il y a un vrai problème propre aux États-Unis où la santé coûte plus cher que n'importe où ailleurs dans le monde. Et les Américains dépensent plus que n'importe où ailleurs dans le monde au niveau de la santé. Quand on prend le dépenses par habitant, c'est des niveaux absolument dingues. Ouais. Voilà, et pour donner un peu un exemple, c'est quelque chose qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Il y avait quelqu'un qui postait la facture d'un hôpital qui s'était fait opérer d'une appendicite, et ça lui avait coûté, si ma mémoire est exacte, quelque chose comme 55 000 $. Ce qui est absolument fou pour une opération aussi bénigne qu'une appendicite. Donc c'était une opération d'appendicite et 2 ou 3 jours à l'hôpital. Alors pourquoi les prix sont aussi élevés? On peut imaginer, il y a de nombreuses raisons, mais on peut peut-être en citer quelques-unes. Ouais, moi c'est en fait avant d'aborder, on va y revenir dessus parce que justement ce qui est intéressant de voir avec ce que fait Obamacare là-dessus. Obamacare ne se focalise pas sur l'aspect coût de santé. Donc pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'Obamacare, ce qu'elle fait, donc il y a plusieurs volets là-dedans, mais l'idée, pour simplifier, l'idée c'est de faire en sorte que tout le monde soit couvert et que tout le monde ait accès à une assurance santé. Donc juste déjà pour bien préciser les choses, il ne s'agit absolument pas, comme certains ont pu le prétendre, l'Obamacare, ce n'est absolument pas la mise en place d'un système de santé à la française. Ce n'est absolument pas une nationalisation des assurances ou la création d'une sécurité sociale ou autre. La sécurité sociale elle existe aux États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale, je crois. Hein. Ça a été créé. Non, depuis les années 60, je crois. Ça, c'est pour les programmes type Médical. Oui, voilà. Donc, ouais. Alors, les programmes spécifiques de santé, tout à fait. Donc, la sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale existe depuis assez longtemps, mais les programmes type Medicare, Medicaid, qui sont des programmes de santé publique, existent depuis les années 60.
Ouais. Mais au final, ces programmes ne concernent que par exemple, les retraités ou des personnes. Ça va concerner aussi les personnes qui sont à faible revenu. À très faible revenu, ouais. Voilà. Et juste pour donner un peu de contexte, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, aux États-Unis, la moitié des Américains sont couverts par une assurance privée fournie par l'employeur. Ça, c'est quelque chose qui est bon. On va pas trop rentrer dans les détails maintenant, mais pour des raisons historiques et culturelles, aux États-Unis, quand vous avez un job, généralement, vous avez associé dans le package des bonus entre guillemets une couverture santé. Et donc ça, c'est pour le quotidien de la moitié des Américains, c'est ça leur couverture santé, elle est fournie par la boîte. Et le problème qu'essaie d'adresser Obamacare, il y a toute une partie de la population qui n'a pas accès aux assurances santé, parce que comme les coûts sont absolument énormes, ça veut dire que derrière les assurances sont extrêmement chères, et notamment un des points particuliers qui avait été adressé par l'Obamacare, c'est les personnes qui ont des préconditions, c'est-à-dire des gens qui ont, je sais pas moi, un handicap ou qui ont des maladies chroniques, etc., se voyaient soit refuser l'accès à l'assurance, soit se voyaient infliger des pénalités qui faisaient que de toute façon c'était impossible pour eux d'avoir une assurance. Donc ça c'est un peu quelques points. Il y a donc concrètement, on va pas non plus rentrer trop dans les détails, mais il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été mises en place pour que que toute la population américaine soit couverte, ait accès à une assurance, et pour ceux qui n'ont pas nécessairement les revenus, notamment tous ceux qui n'ont pas de travail. L'idée, c'était aussi de mettre en place un système de subvention pour faire baisser, faire baisser les prix des assurances pour les personnes à plus faible revenu. Donc ça, c'est un peu une espèce de résumé très rapide et très simplifié de ce qu'est Obamacare et aussi de ce que ce n'est pas. Encore une fois, on ne parle pas les États-Unis ne sont absolument pas en train de mettre en place un système de santé publique comparable à ce qu'on peut avoir, ce qu'on a pu avoir à un certain moment chez nous. Et à l'inverse, et c'était quand l'Obamacare est passé, c'était assez ridicule de voir ça dans les médias. Les gens ont beaucoup de préjugés contre le système américain. Oui. Quand on parle de privatiser, nous, les libéraux, on parle du fait que la santé privée serait meilleure. On dit mais regarde aux États-Unis, c'est ce qui se passe là-bas et tu vois bien que ça ne marche pas. Mais il faut savoir que le système de santé américain, même avant l'Obamacare, ça n'avait strictement rien à voir avec un marché libre. Il y a des distorsions de la concurrence énormes et dans tous les sens qui font que les prix sont très élevés. Donc comme tu en as parlé, ce que fait l'Obamacare, ce que surtout elle ne fait pas, elle s'adresse à un symptôme qui fait donc les prix de la santé sont très élevés, donc on va essayer de subventionner, donc on va essayer de permettre aux gens de payer ces prix exorbitants. Mais pourquoi il y a des prix exorbitants à la base même? L'Obamacare ne pose pas cette question-là. Et juste pour donner un chiffre, approximativement la moitié des dépenses de santé aux États-Unis sont publiques. C'est-à-dire que quand on additionne tous les systèmes de couverture, et ça ce sont les chiffres d'avant l'Obamacare. Donc après l'Obamacare, ça risque encore de changer. Mais avant l'Obamacare, grosso modo, la moitié des dépenses de santé aux États-Unis étaient payées, c'était des dépenses de santé publiques. Donc c'est vraiment ridicule de parler d'un marché libre américain, ça n'a strictement rien à voir. Autant il y a une énorme partie de la population qui reçoit des subventions pour leur santé, et même dans le privé, je veux dire, même au niveau des assurances privées, il y a des distorsions de concurrence telles que ça ne ressemble en rien à ce qu'un marché libre et spontané de la santé pourrait donner. Les assurances sont ultra réglementées, c'est des gros groupes d'assurances, évidemment en connivence avec le Congrès américain. Obamacare d'ailleurs a été écrit évidemment en coopération avec les lobbies. Il y a des lois qui restreignent, on ne peut pas prendre une assurance en dehors de son état. Il y a des dizaines, des milliers de pages de réglementation qui font que ces assurances-là, déjà, elles sont prises via l'employeur. Donc, évidemment, la personne à la base n'a pas vraiment le choix dans son assurance. Elle prend celle que l'employeur fournit. Et au-delà de ça, ces assurances-là, la concurrence est très, très réduite, quoi. C'est vraiment, le marché est complètement distordu par les... Là, je pense que là, on n'est pas, on n'est pas en train de la jouer notre Scottman. C'est vraiment, on n'est pas juste en train de chipoter sur 2-3 détails pour dire mais non, c'est pas de l'économie de marché. Enfin, je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que le volume de régulation qu'il y a
aux États-Unis maintenant, en termes sur la santé, est absolument phénoménal par rapport à ce que ça a pu être historiquement. Je veux dire, c'est voilà, à une époque où la santé était beaucoup moins réglementée, les prix étaient donc c'est quand même difficile. Juste et je dis pas de revenir à l'âge de pierre, juste de regarder l'évolution progressive sur, je sais pas moi, les 20 dernières années, sur l'évolution des normes. On a un empilement de normes qui est absolument titanesque. On a une augmentation titanesque des dépenses de santé publique, mais étonnamment, les dépenses de santé privée montent à la même vitesse. Donc à un moment donné, je pense pouvoir dire, c'est pas du no true Scottman que de dire non, c'est pas du tout un modèle de santé privée. Là-dessus, c'est quand même, il y a quand même des énormes problèmes. On pourra revenir plus en détail là-dessus après, mais il y a quand même des énormes problèmes de connivence. Et toi, donc tu avais repéré un des articles, ce qu'avait dit un des architectes justement de Obamacare, c'est très intéressant là-dessus. Alors juste, est-ce que tu peux nous rappeler de quel point de la loi il parle? C'est la subvention des. Exactement, ouais. Il revient sur le fait que, en fin de compte, ce que fait Obamacare, c'est que les jeunes et les personnes en bonne santé vont subventionner les personnes en mauvaise santé et les vieux. Et donc, il parle du fait que, voilà, si la loi était passée comme ça, s'il avait présenté la loi comme ça aux électeurs américains, ça serait jamais passé. Donc, je vais citer, là, la citation qui dit. Peut-être juste rappeler un petit détail, si tu parles des jeunes, et effectivement, c'est-à-dire que les jeunes aux États-Unis, notamment par le fait que ils sont quand même en bonne santé et n'ont pas trop le risque de choper un cancer dans quelques années, les jeunes, il y a comme beaucoup de jeunes aux États-Unis qui n'étaient pas assurés. Aussi à mettre en lien avec le fait qu'ils n'avaient pas de boulot. Et ce dont on parle là, c'est bien de pousser les jeunes aussi à s'assurer. Oui, et c'est pas les pousser, sincèrement, ce que fait Obamacare, c'est les obliger, comme je disais tout à l'heure, ça oblige, c'est bien ça, c'est les individual mandates. Voilà. Donc, et par rapport à ce fait-là, le fait que les jeunes et les personnes en bonne santé vont subventionner les vieux, je cite, si vous aviez une loi qui expliquait clairement que les gens en bonne santé allaient payer pour ceux qui sont malades, alors la loi ne serait pas passée non plus. L'absence de transparence a d'énormes avantages politiques. Et simplement, appelez ça la stupidité des électeurs américains, ou peu importe. Ceci était vraiment indispensable pour que le truc passe. Donc là, voilà, le mec dit très clairement, si on avait dit ouvertement que c'est ces personnes en bonne santé qui vont subventionner les personnes en mauvaise santé, le truc ne serait jamais passé, ça serait impossible de se passer. Et donc, les architectes de Obamacare se sont basés sur et ont profité de l'ignorance des électeurs américains pour passer cette loi. C'est-à-dire, c'est un niveau d'arrogance et de méprise de l'électeur américain assez énorme, quoi. Et pour une loi qui a eu un succès énorme, qui était très populaire, etc., mais en fin de compte, c'était du mensonge, très clairement, voilà. Ils ont profité de l'ignorance des électeurs, voilà. Oui. Un succès énorme. Enfin, un succès énorme, populaire, quoi, je veux dire. C'est-à-dire que justement, quand on regarde un peu ce qui se passe de façon plus récente, aujourd'hui, il y a un certain. Les Américains sont extrêmement divisés. Voilà, les Américains se sont rendus compte quand même ils se sont rendus compte du poteau rose, que ça avait fait monter les prix de leur santé, et au final, il y a un réel, les Américains se détachent par rapport à l'Obamacare, commencent à dire non, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. C'est des bonnes idées à la base. Mais je pense que c'est très populaire. Mais des gens se sont rendus compte du poteau rose. Et d'autant plus, c'était assez symbolique en fin de compte, mais ça m'avait fait beaucoup rire à l'époque. La mise en place même d'Obamacare était catastrophique. Ils avaient créé un site internet, ça avait coûté des millions, le site fonctionnait pas. Enfin, c'était un désastre. C'était un désastre de A à Z. Je veux dire, autant dans les conséquences de la loi que dans sa mise en place. Enfin, même les gens qui avaient l'espoir par rapport à sa loi se sont bien rendus compte à l'évidence que c'est juste absurde et débile, quoi. Mais je pense que c'est un point qui est intéressant, c'est-à-dire que juste une petite anecdote personnelle, moi j'avais essayé de faire des recherches sur le site de l'INSEE par rapport en France sur quel est le niveau de redistribution réel en France qui est en place, et notamment en prenant en compte le fait que la santé, quand on a une santé, quand on a un système de santé tel qu'on a en France ou tel que veut mettre en place l'Obamacare, on a un aspect redistributif qui est à prendre en compte. Et donc je cherchais à poser la question très simple: quel est le montant total de la redistribution dans un pays comme la France? Le chiffre, et juste pour info, le chiffre le plus récent que j'ai pu trouver datait de 2003.
C'est quelque chose qui est tellement complexe à compiler parce qu'il y a des redistributions absolument partout. Ouais. Et je pense que voilà, je pense que c'est quelque chose qui est assez récurrent, c'est-à-dire que les gens, comment dire, si on, je trouve que c'est quand même assez révélateur de dire le seul moyen qu'on puisse faire accepter par la population un système de redistribution, c'est au final de le déguiser. Ah bah, venant de quelqu'un qui s'appelle démocrate, je trouve quand même que c'est assez ironique. Oui, c'est une méprise totale de la démocratie. C'est une remarque que j'ai fait assez régulièrement sur Twitter, Ouais. c'est qu'il y a des gens qui me disent ouais mais tu te rends pas compte si on met pas un système public et tout, les gens vont pas vouloir payer pour les autres. Je fais ben oui, enfin c'est qu'il est démocrate. Exactement. Et je trouve que c'est quand même assez, je trouve que c'est quand même assez ironique parce que des personnes qui se prétendent démocrates, enfin, je sais pas, pour moi, quelqu'un, un démocrate, c'est quelqu'un qui suit la volonté du peuple et qui va dire, ouais, mais attention, là, il faut maquiller, il faut Ouais. cacher parce que si on est transparent, le peuple ne va pas vouloir. Moi, je Voilà. trouve que c'est absolument pas surprenant, mais c'est très, très révélateur. Mais du coup, mais oui, c'est pas surprenant, enfin, on s'en doutait un peu, mais là, c'est dit de manière si ouverte et claire par un des gros architectes d'Obamacare. Enfin, le mec le dit ouvertement. L'absence de transparence a d'énormes avantages politiques. Le mec l'assume. Il l'a assumé dans une interview sur YouTube. Enfin, ça va au-delà même de la supposition ou de théorie qu'on pourrait avoir là-dessus. Non, c'est clairement établi. Le mec en parle clairement, il l'assume, quoi. Ah mais clairement, mais enfin, je pense qu'on pourrait appliquer de manière stricte cette même lecture sur pratiquement tous les sujets économiques. Sur beaucoup d'autres sujets, ouais. Ah, mais parfaitement, et pas qu'aux États-Unis, en France, tout à fait. Et dans n'importe quel autre pays. Donc, enfin, moi, c'est vrai que je trouvais cet exemple assez frappant, vraiment très, très révélateur et absolument pas surprenant. Ouais, tout à fait. Et donc, pour continuer un peu sur le sujet de l'Obamacare, parce que bon, aujourd'hui, c'est un peu un spécial Obamacare, on va dire. Hein. Justement, on voulait un peu aborder quels sont les problèmes qu'il y a. Et donc, on en parlait un peu vite fait en préparant l'émission. Et moi, ce que je disais, c'est pour moi le gros souci d'Obamacare, c'est que donc bon, je vais leur accorder le fait qu'ils essayent, il y a cette intention de dire on va faire en sorte que tout le monde y ait accès et tout. Moi, le gros reproche que j'ai à faire vraiment à Obamacare, c'est qu'à aucun moment il n'y a de réelle question, ça ne pose pas la question des coûts de santé. C'est-à-dire que Obamacare n'essaye pas de dire bon, on a un vrai problème d'une santé qui coûte horriblement cher et qui n'est pas, comment dire, dont la qualité ne justifie absolument pas le prix. Comment est-ce qu'on peut aborder ce problème? Et l'Obamacare, à ma connaissance, ne touche absolument pas à ça. Oui, il fait que traiter un des symptômes, mais un des symptômes d'un problème qui, à la base, on se pose pas les questions de ce problème. Pourquoi il y a des prix élevés, donc on essaie de subventionner ces prix élevés, mais pourquoi il y a ces prix élevés? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà. Et effectivement, Obamacare ne s'y attaque pas du tout. Qu'on soit bien clair, quand on dit que l'Obamacare va subventionner les assurances, en fait, ce n'est ni plus, c'est juste, redistribution pour permettre à certains d'avoir accès à l'assurance. Ce n'est absolument pas un système de redistribution universelle, ce n'est pas un système. On ne parle absolument, Obamacare ne va absolument pas faire baisser les prix des assurances pour, je sais pas moi, les salariés qui ont déjà une assurance. Pour eux, ça ne va rien changer. Les prix vont même pas changer et même à la limite même augmenter. Et c'est pourquoi les gens se sont rendus compte depuis qu'ils s'est mis en place. Donc. Voilà, c'est un des. C'est-à-dire que ce dont j'avais parlé plus tôt, c'est-à-dire que maintenant les assurances ne peuvent. Alors, on peut dire que c'était un problème, et je pense que c'est un sujet dont on pourrait traiter à part, parce que c'est un sujet qui est assez complexe. Mais les assurances aujourd'hui ne peuvent plus discriminer par rapport aux personnes qui ont des préconditions médicales. Et encore une fois, je peux comprendre qu'on soit choqué par ça, mais je veux vraiment mettre ça sur pour moi, c'est un sujet qui peut être traité en lui-même à part, parce que c'est une toute autre question que la pure question assurantielle. C'est-à-dire que la question de la prise en charge par la collectivité de ces personnes et la question de la prise en charge par l'assurance, pour moi, ce sont deux sujets vraiment séparés. Et le fait qu'une assurance ne puisse plus discriminer par rapport aux personnes qui ont des préconditions médicales, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut qu'elle absorbe, l'assurance, il faut qu'elle absorbe ces coûts-là, donc il faut qu'elle augmente
le montant des cotisations pour tout le monde. Et Il est- c'est un des ouais. meilleurs, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu leur santé. C'est-à-dire que tous les gens qui n'avaient pas accès auparavant, ça pour aussi bien, il faut le dire, aujourd'hui c'est bien. Enfin, je peux comprendre que quelqu'un qui n'avait pas accès à la santé aujourd'hui, c'est quand même assez confortable de se dire il peut se faire soigner. Mais il y a quand même c'est pas quelque chose qui a été gratuit, c'est-à-dire que le coût des assurances a augmenté. Tout à fait. Et il y a toute une série, alors je sais pas si tu avais vu ça, parce qu'il y a toute une série comment dire, de détails dont on parle pas forcément, mais qui ont des conséquences assez désastreuses, et notamment, comme je l'avais dit, la moitié des Américains ont une couverture santé qui est fournie par leur employeur. Et cette couverture santé, alors il y a des coûts supplémentaires. Donc l'Obamacare impose des coûts supplémentaires sur les assurances santé, sauf dans le cas où, pour les salariés qui sont à temps partiel, en dessous d'un certain nombre d'heures. Ouais. Puisque dans ce cas-là, il n'y a plus besoin comme pour quelqu'un qui fait un temps partiel, les employeurs en fait ne fournissent pas d'assurance santé. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de gens, il y a plein de personnes qui faisaient, je sais pas moi, un 3/4 temps par exemple, ou qui faisaient même des fois à des temps pleins, qui se sont retrouvés obligés de travailler à mi-temps. C'est-à-dire que la boîte a dit non, mais de toute façon, maintenant, tu ne bosses plus qu'à mi-temps, je ne te fais plus travailler à 3/4 temps, ou je ne te fais plus travailler. Voilà, maintenant c'est seulement mi-temps. Comme ça, je n'ai plus à fournir d'assurance maladie et je n'ai pas à payer la surtaxe. Et donc, on a plein de gens qui se sont retrouvés dans cette situation absolument ubuesque. Et ça, c'est bon, on va me dire que c'est un détail, mais je pense que c'est vraiment intéressant de voir que voilà, l'Obamacare, c'est une loi qui est extrêmement complexe. Et quand on essaie de tirer un problème, c'est l'effet domino. On tire un problème, mais on casse 3 choses derrière. Donc, à chaque fois, donc on arrive, on dit les assurances peuvent plus discriminer. Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe? On a les gens qui se retrouvent avec des mi-temps forcés, ou on a les jeunes qui ne s'assurent pas. Donc, derrière, il faut mettre en place le mandat individuel, etc., etc. Donc, on déboule comment dire, élément par élément, et on se retrouve avec un système, et Obama, au final, est une loi extrêmement complexe. On y revient toujours d'ailleurs, c'est ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas de Bastia. Ce qu'on voit, on enlève la discrimination des assurances. Ce qu'on ne voit pas, c'est tout le bordel derrière, toutes les distorsions de la concurrence, toutes les distorsions sur le marché du travail, tous les coûts qui augmentent. Voilà, rien n'est gratuit et encore une fois, voilà, on crée une politique, on voit la conséquence directe, on ne réfléchit pas, ou alors on y réfléchit, mais on décide de pas y faire attention aux conséquences adverses qui viennent plus tard. Mais je pense que c'est intéressant. C'est vraiment la santé, c'est pas gratuit. Et ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que l'Obamacare a dit une partie du coût de la santé supplémentaire sera pris en charge par l'État. Oui, mais ça n'a pas fait disparaître les coûts de santé. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui maintenant ont accès à des assurances pas chères, mais ça s'est fait au prix du fait que le reste des travailleurs ont vu leur coût d'assurance augmenter. Tant que le gouvernement américain ne veut pas s'attaquer au problème des coûts de santé, le problème de fond reste strictement identique. Tout à fait. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose sur le Obamacare? Je pense que ça va. Donc c'est un sujet qui est assez complexe et je pense qu'on pourrait même faire un podcast de plusieurs heures là-dessus s'il y a vraiment beaucoup à parler. Ouais. Je voulais donc oui autre sujet, donc juste petite on va conclure sur une note plus joyeuse, on va dire. Donc c'est Uber qui vient de faire une nouvelle annonce et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais, donc Uber, pour rappel, c'est ce qu'on appelle un VTC. C'est, vous savez, ces véhicules de tourisme qui servent à prendre, qui sont des taxis concrètement. C'est des taxis, mais sans s'appeler officiellement taxi, qui permettent de passer à côté de licences de taxi, permettent d'avoir une offre de taxi en dehors du marché réglementé des taxis. Et c'est Uber, c'est à Paris, c'est uniquement à Paris en France. Juste petit détail. Je te coupe, petit détail, quand on dit comme des taxis dans la fonction, mais concrètement, ils n'ont pas les véhicules ne sont pas identifiables, ce ne sont pas des véhicules. Alors je sais plus quelle couleur ils sont en France, mais et puis ils n'ont pas la petite plaquette au-dessus avec marqué taxi. C'est-à-dire qu'ils font office de taxi, et on ne peut que les commander en ligne. Et tu peux que les commander en ligne à l'avance, tu ne peux pas les alpaguer de la main, c'est complètement illégal pour les. Parce qu'on ne peut pas les reconnaître aussi. Voilà, tout à fait.
Donc cela étant posé, ils ont eu évidemment, vous avez probablement entendu parler, plein de soucis avec la concurrence, les taxis qui se rebellent, qui jugent ça comme une concurrence déloyale parce que ils rentrent pas dans le système, ils n'ont pas demandé les licences, ça a créé plein de controverses. Cet été, ils ont essayé de passer une loi, etc. Bon, bref, c'est une grosse guerre entre la corporation des taxis soutenue par l'État et Uber de l'autre côté qui a beaucoup de succès, qui marche beaucoup, les gens adorent ça. Et donc là récemment, j'ai vu ça l'autre jour, ils ont lancé une nouvelle offre que je trouve assez géniale qui s'appelle Uber Pool, qui est très malin, qui permet donc je veux aller d'un point A à un point B. Je la rentre sur l'application, je suis ici, je veux aller à tel endroit. L'application va en même temps chercher d'autres personnes dans le coin qui sont assez proches de toi et qui veulent aller dans la même direction. Et du coup, ça te met, si l'application en trouve un, ça te met en relation avec cette personne-là. Et du coup, vous allez prendre le même taxi. Et donc, vous êtes dans la même direction, et donc, en fin de compte, ça vous fait diviser par 50% le prix du taxi. C'est assez génial, personne n'y avait vraiment pensé avant, je trouve. Ils avaient mis en place depuis quelques mois la possibilité de partager un taxi si tu y vas avec un ami. Tu es avec un ami sur l'application, tu dis, j'y suis allé avec telle personne, donc du coup, ça te baisse, ça te divise le coût par autant de personnes qui est dans le taxi. Mais là, du coup, même si tu es tout seul, dans la rue un soir, l'application va chercher d'autres personnes dans le coin qui vont dans la même direction pour pouvoir diviser ton tarif de taxi. C'est vraiment génial, ça s'appelle Uber Pool, ça a été lancé à San Francisco il y a quelques mois et à Paris, donc on est assez privilégiés. Et comme on en parlait avec Menu tout à l'heure dans la préparation de l'émission, c'est un peu un troll, quoi. C'est se rendre d'autant plus populaire auprès des clients et des Parisiens pour faire un troll auprès du gouvernement, quoi. Voilà, le faire surtout à Paris où c'est quand même un sujet, c'est quand même le gouvernement là-dessus. Tu disais que le gouvernement appuyait les taxis. Moi, j'ai plus l'impression qu'ils, pas vraiment les appuyaient, mais qu'ils étaient plus dans cette position d'essayer de pas les déranger parce qu'ils savent très bien que les taxis, c'est pas très bon. Donc oui, c'est une façon de remettre. Moi, je lis ça personnellement, je lis clairement comme une façon de remettre de l'huile sur le feu. Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est une idée qui est absolument géniale. Quand tu dis que personne l'a eu avant, moi je l'avais eu dans ma douche, mais j'ai pas pensé à développer l'application, donc voilà, Dommage. J'en prends toute la responsabilité de ne pas être devenu millionnaire. Mais je trouve que c'est vraiment une idée qui est formidable. Surtout en plus, on parle pas assez à mon goût d'ailleurs. On devrait parler plus aujourd'hui des questions environnementales. Moi, je trouve que c'est absolument génial. Oui, tout à fait. Autant au niveau environnemental que même social. On en parlait tout à l'heure. Ça fait partie de ce mouvement qu'on appelle l'économie du partage, la sharing economy, où les gens, grâce à des services de mise en relation entre particuliers, on arrive à faire baisser les coûts et avoir des offres de services assez incroyables. On a Uber dans les taxis, on a Airbnb dans le logement, Blablacar dans le covoiturage. Tous ces services-là qui permettent de mettre des services très faciles d'accès sur son smartphone ou très, très faciles et peu chers, qui permettent de mettre en relation les gens pour faire baisser les coûts, c'est écolo. Ça permet de faire des économies d'énergie, des économies au niveau du prix. Ça permet de créer des services vraiment innovants. C'est absolument génial. Et on en discutait juste avant. C'est assez hypocrite, ou en tout cas, c'est assez drôle, assez paradoxal, parce que beaucoup d'anticapitalistes, bref, tous ces gens-là, ils disent, voilà, regardez, c'est absolument génial, cette économie du partage, c'est contre l'individualisme, c'est contre cette économie complètement égoïste. Maintenant, les gens se mettent à partager, donc c'est un contre-coup au capitalisme, mais c'est absurde. Il n'y a rien de plus capitaliste que Uber, il n'y a rien de plus capitaliste que Airbnb, quoi. Voilà, parfaitement, c'est extrêmement. Enfin, là, on est à fond dans l'économie dérégulée, de libre marché, etc. Donc moi c'est pour ça que ça me fascine, c'est que d'un côté on a ça où on se dirait oh là là c'est du libre marché, ça va être de l'exploitation et tout, et on se rend compte qu'au final pas du tout, c'est quelque chose qui est écolo et qui au final, si c'est vrai que si ce genre de choses se généralise, moi j'imagine tout à fait les opportunités que ça peut avoir derrière. Enfin, le test qu'on peut tous faire, hein, je pense que n'importe qui vit dans une grande ville peut se poser à une heure de pointe le matin à 8 heures, regarder à une grande avenue et juste regarder les voitures dans lesquelles il n'y a qu'une seule personne. Et ça permet... Ça offre une réponse concrète à cette question. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte, parce que je veux dire, tous ces gens, on va pas me dire que tous ces gens partaient tous d'un point complètement différent et arrivaient tous à un point complètement différent. À un moment donné, il y a quand même moyen de mutualiser. Je pense que c'est très intéressant de voir qu'Uber offre là-dessus. Ouais, et Uber offre une réponse donc qui passe par du spontané, par un service purement capitaliste. Voilà, les anticapitalistes et les écolos, etc. passent par des réglementations, passent par de la coercition de l'État. Non, on va obliger les gens à prendre les transports en commun, on va obliger je ne sais quoi. Et ben là, non, c'est une solution purement spontanée. C'est absolument génial, quoi.
Voilà, merci à tous. C'était le second épisode de notre nouveau podcast Free Lunch. Vous pouvez nous retrouver toutes les semaines sur le FrenchLibertarien.fr, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter. Et Merci si jamais beaucoup vous avez à des tous. questions, voilà. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à aller voir dans la description. Je mettrai un lien vers ask.fm. Vous pouvez nous poser des questions et on essaiera dans la mesure du possible d'y répondre la semaine prochaine. Merci à tous, à la semaine prochaine.